Je vous emmène dans les coulisses d'un grand passionné qui vit, qui mange, qui dort, qui boit magie. Alors suivez-moi, on va dans les coulisses. Excuse-moi, cher Fredini, j'espère qu'on ne te dérange pas. Bah non. Je t'en prie, assieds-toi, Jean. Je te remercie. Ah, attention, ça brûle, ça brûle. Oula. Ça brûle. T'inquiète, tout avec illusion. Ah, d'accord. Mais alors, dis-nous, comment a démarré cette carrière? Comment es-tu entré dans ce virus magique? Oh là là, ça c'est une longue histoire, Jean. Oh, ben vas-y, on a le temps. Enfin, ça remonte il y a bien longtemps. Je devais avoir plus ou moins 7 ans. J'étais dans un restaurant avec mes parents et on me servait un plat avec du persil. Avec du persil. Avec du persil. Et je déteste le persil. Ah. Mes parents m'ont dit, tu vas manger, tu vas manger. Oh. Et pour finir, j'ai fini par manger, mais j'ai tout vomi dans mon assiette. Ah oui. Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Le garçon est arrivé pour me consoler et m'a montré un petit tour de magie. Et j'étais fasciné, ça m'a vraiment plu. Dès ce moment-là, je me suis dit, plus tard, je serai magicien. Voilà tout ça comment... à cause du persil. Tout ça à cause du persil, tu vois. Ah oui. Eh bien oui. Et donc, par la suite, à chaque occasion, comme les Saint-Nicolas, aux anniversaires, je demandais chaque fois une boîte de magie. Mais bon, ben, on en a vite fait le tour, parce que c'est toujours le même tour basique qui revient. Et des petites boîtes, un petit jeu de cartes, et bon. Donc, mais j'étais très très content. Et à cette époque-là aussi, déjà à cette époque, j'aimais me déguiser. Alors, il existait un magasin à Bruxelles où on vendait surtout des farces et attrapes et des costumes. Alors, je m'étais acheté une grande cape avec les chapeaux au bus et la baguette. Et la baguette, bien sûr, la baguette magique, bah oui, ça, of course. Mais bon, j'étais vite arrivé à connaître ça. Et comme avec la boîte de magie, finalement. Ouais, voilà. Et donc, je commençais à faire de petits spectacles pour la famille, pour mes petits copains et tout ça. Mais par la suite, mais là, bon, je devais déjà alors à ce moment-là avoir 14-15 ans, je ne sais plus exactement, où on m'a dit qu'il y avait un magasin, toujours à Bruxelles, qui était spécialisé uniquement en magie. Donc je me suis précipité pour aller voir ça. Je suis rentré dans ce magasin, j'ai eu affaire à un monsieur, très grand monsieur, beaucoup plus grand que moi. Ah, pourtant, t'es pas petit maintenant. Non, mais maintenant, il était quand même plus grand que moi de maintenant. Ah ouais. Et donc, il était très impressionnant. Il avait une longue moustache à la Dali, tu vois. Il me disait, bonjour mon coco, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais bien un petit tour de magie. Ah, attends. Alors il commençait à me montrer, mais toujours des petits tours, mais que je connaissais déjà dans les boîtes de magie et tout ça. J'étais un peu déçu. Je disais, et ce tour-là, monsieur? Ah non, ça c'est pour les professionnels, c'est pour les magiciens que... Bon, et bien pour finir, j'ai quand même su acheter un tour que je connaissais pas, j'étais tout content. Bon. Et tous les week-ends, tu pouvais me voir dans ce magasin. J'achetais chaque fois un petit tour. Et puis après... Tout ton argent de poche, il passe. Tout mon argent de poche. Puis j'ai commencé à faire des petits jobs d'étudiant. Je lavais des voitures pour avoir un peu d'argent. Et bon, et tout mon fric passait par là. Ah oui. Et oui. Monsieur Klingsor, après, il a créé un club pour jeunes magiciens.
Alors là, j'étais ravi. J'ai fait la connaissance d'autres jeunes de mon âge. Qui aimaient la magie aussi. Qui aimaient la magie, forcément. Et on se retrouvait une fois, je ne sais plus maintenant, une fois par mois, je crois. Et là, ils nous apprenaient vraiment comment se tenir en scène, comment faire les tours et tout ça. Mais c'était toujours aussi, mais dans le but de vendre son matériel. Oui, justement. Mais c'était une école. Et donc là, j'ai commencé à évoluer, et puis j'ai commencé à faire mes propres spectacles à gauche, à droite. Un jour, je suis arrivé chez moi avec une boîte pour faire disparaître des colombes, mais je n'avais pas encore les colombes. Ah oui, donc c'était facile de les faire disparaître. Alors bon, mes parents vivaient dans un appartement. J'ai dit, maman, il me faut les colombes. Hein. Bon, une chance, on avait une terrasse, donc les colombes étaient sur la terrasse. Puis c'était le lapin, et voilà. Donc tout ça, c'était sur la terrasse. Voilà, et donc j'ai créé tout un petit spectacle, et je commençais à avoir des petits galas à gauche, à droite. Pour d'autres anniversaires d'enfants, pour les écoles et tout ça. Oui. Voilà, ça c'est vraiment le début. Il y a quelques années encore, on disait illusionniste. Illusionniste, oui. Petit à petit, illusionniste, prestidigitateur. Maintenant, voilà. On dit plus volontiers magicien. Bah oui, parce que c'est plus global. En illusionniste, c'est celui qui va travailler plus avec du matériel. Il va faire apparaître quelque chose en montrant une boîte vide. Par contre, en prestidigitateur, lui, il va montrer sa main vide et il va faire apparaître une carte. Comme son nom l'indique, voilà, c'est la rapidité dextérité. dans la dextérité. Oui. Mais pour la dextérité, pour la manipulation, vraiment le close-up, ça prend du temps pour apprendre. Tu as dû apprendre avec quelqu'un. Ah oui, écoute, il faut quand même beaucoup de patience et bon, mais ça s'apprend pas comme ça, comme. C'est comme un musicien, il faut le temps que... Oui, il faut qu'il fasse sa gamme. Quoi. Voilà, exactement. Donc ça demande beaucoup de dextérité, de la patience. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Ariel Frelich, qui m'a vraiment appris la base de ce qu'est le close-up, mais toutes les manipulations de cartes et tout ça. En simple jeu de cartes, mais dans ses mains, il pouvait faire vraiment des miracles. C'était très très impressionnant. Surtout à l'époque, pour moi c'était nouveau, quoi, quand tu on vois. Ne sait pas comment ça fonctionne. Voilà, donc là j'étais en admiration devant cette personne. Et qui est devenu un très grand ami, mais malheureusement, maintenant il est parti au Canada, il a été vivre là-bas et avec sa famille. Mais il m'a appris vraiment beaucoup, et grâce à ça, bon, je m'entraînais mais tous les jours, même devant la télévision, j'étais avec mon jeu de cartes en train de manipuler pour pas perdre la main, j'étais tout le temps. Au point, tu sais, on travaille aussi avec des boules qu'on fait apparaître entre les doigts. Là, c'est plus mettre la magie de scène, quoi. Donc, on fait apparaître une balle, une deuxième, une troisième, voilà. Et donc, comme j'avais des petites mains à l'époque, les balles étaient quand même assez grosses, je les mettais entre les doigts et je restais comme ça. Et encore une fois, j'étais devant ma TV et j'étais comme ça en train de regarder pour que mes doigts s'habituent, si tu veux. Mais quand je les ai achetés, je ne savais pas comment je vais faire. Et là, il n'y a personne qui m'a appris. Et bon, je ne vais pas me dévoiler le tour, mais donc il y a un secret, les balles étaient quand même truquées, voilà. Oui, bien sûr, oui. Et donc j'ai cherché comment je pouvais faire. Bon, je n'avais pas de notice, rien. Puis je regardais à la télévision des magiciens faire ça. Et puis j'ai trouvé un système. Et quand j'ai montré ça à Monsieur Klingsor, il m'a dit comment tu fais? Parce que je faisais une manipulation, je faisais apparaître, si tu veux, mais directement 3 balles sans me retourner. Et normalement, on ne fait pas comme ça. Oui. Il était surpris par la méthode. Surpris.
Et par la suite, au fond, j'ai participé il y a des concours pour jeunes magiciens, toujours organisés par Klingsor, et j'emportais chaque fois le premier prix. J'étais très content, malgré que les concours, au fond, je ne suis pas fort pour les concours, mais pour moi, mais ça me permettait de présenter mon spectacle sur une scène qui était vraiment très très rare. Bon, j'étais débutant, quoi. Et puis de voir comment ça fonctionnait. Voilà. Parce qu'il faut, pour moi, dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas la vidéo, tu ne pouvais pas t'entraîner et te revoir. En plus, oui. Ah, ouais. Donc c'était devant un miroir. Oui, mais... Voilà. Mais alors, quelle a été la première grande scène importante dans un théâtre ou je ne sais pas ça remonte il y a longtemps, qu'est-ce que c'était? Oui. Le passage 44. Ah oui. Donc c'est à Bruxelles. Donc là c'est une belle salle. Oui. Et il y avait le congrès de la magie, un congrès qui était international. Et là j'ai eu le premier prix de magie junior. À quel moment as-tu voulu faire ça uniquement en tant que professionnel? Mais depuis toujours, depuis le début. Mais bon, là j'étais toujours encore étudiant, j'étais à l'école. Donc, vers mes 17 ans, je commençais déjà à faire des petits cabarets, des cafés-théâtres et tout ça. Et alors, en plus, j'ai regardé dans le bottin, maintenant le bottin, mais ça n'existe plus. Non. C'est Internet, on tapote sur Internet. Avant, c'était Internet, mais avec des pages. Avec des pages. On appelait ça les pages jaunes, si tu te souviens. Et il y avait les agences artistiques. Et donc, j'ai écrit à toutes ces agences. J'ai passé des auditions et tout, et puis j'ai commencé à avoir des petits galas gauche à droite pour des fancifets, pour des braderies, pour des... Et tout ça, c'était ce qu'on appelle de la magie générale. C'était la magie générale. Ma toute première grande illusion, enfin si on peut appeler ça une grande illusion, c'est une caisse qu'on met sur la tête de la partenaire. Et on enfonce la cabine au couteau, on enfonce des épées, puis on ouvre la partie de devant, on voit les couteaux et la tête a disparu. Pour moi, c'était la grande illusion. Mais j'avais un copain, un collègue, qui, au fond, on a commencé en même temps. Il s'appelle Bob Allen, je ne sais pas si tu connais Bob Allen. Oui, bien sûr, je connais Bob Allen. Oui. Et donc, tout ce que lui achetait, il fallait que je l'ai aussi, et vice-versa. Voilà. Mais bon, on est resté très bons copains, c'est vraiment un très bon pote. Et donc, voilà. Et alors après, ma deuxième grande illusion, où là j'étais vraiment très très fier, c'était le panier hindou. Mais là, ça venait pas de chez Klingsor, ça venait d'un autre magasin que j'ai appris par après, c'était chez Monsieur Raymoni. Et ce magasin, c'était une maison tout à fait fermée, donc de l'extérieur, tu ne voyais rien. C'était à la chaussée de Louvain. On devait sonner à une porte, un grand escalier à monter, et puis quand on arrive, une pièce immense, avec plein de matériel. C'était vraiment la caverne d'Ali Baba. C'était pire que Klingsor. Ah oui, non, là c'était... Et alors, je me souviens, il me disait, écoute, si tu veux une grande illusion, je peux t'amener un tour qui vient des Indes. Mais c'était tout à fait faux. Mais c'était, bon, ça faisait partie de la façon qui me le vendait, quoi. Et je pense que c'était un panier en osier, où la partenaire rentre dedans, on enfonce les épées, on piétine dedans, on s'assied dedans, la partenaire a disparu, et puis il en ressort. Voilà, ça c'est le tour basique. Oui, mais enfin c'est le premier tour grande illusion. On peut appeler de grandes illusions. Il est évident que comme le panier, des choses comme ça, avec des grandes illusions et d'autres appareils que tu as pu avoir après, te permet de travailler dans des grandes salles, dans des théâtres, oui. Mais les petites illusions, le close-up, donc la manipulation te permet de travailler dans les gens. Oui, mais ça m'a fort étonné que
que je pouvais t'engager uniquement pour faire que ça, quoi. Parce que bon, pour moi, le close-up, c'était après avoir fait mon spectacle, si les gens viennent chez moi, je monte encore un petit truc comme ça autour des cadres, autour des tours de proximité. Et là, j'étais vraiment étonné, j'ai eu des très bons contrats. J'ai travaillé vraiment un petit peu de partout pour des fêtes de société et tout ça, où on était d'ailleurs même plusieurs, mais magiciens à passer aux tables et faire des détours aux tables. Il y avait des magiciens qui pouvaient vivre uniquement que du close-up. Ce que, à l'époque, je ne croyais pas du tout, quoi. Pour moi, mais le magicien, c'était le magicien qui travaille en cabaret, dans les music halls, mais pas pour faire uniquement du close-up. Et ben là, Et en cabaret, tu as travaillé, tu as fait du cabaret? Oui, j'ai fait beaucoup de cabarets. Donc j'ai commencé très très tôt, je n'avais même pas encore mes 18 ans, que je faisais du cabaret, vraiment le cabaret, boîte à striptease. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça, au fond, en semi-professionnel, quoi, je vais dire. Mais alors, pour faire du cabaret ou d'autres, il se faisait partenaire. À partir de quand tu as eu une partenaire ou un partenaire? J'ai eu d'abord un copain d'école. Puis j'ai eu ma cousine qui était ma partenaire. Et puis après, je te cache pas, chaque fois que j'ai une petite amie, elle était ma partenaire. Donc j'ai eu beaucoup de partenaires. Est-ce que c'est la partenaire qui est devenue une petite amie ou est-ce que c'est la petite amie qui est devenue partenaire? C'est en général mais la petite amie qui est devenue partenaire. Et donc à ce moment-là, tu faisais des choses que tu ne pouvais pas faire si tu étais tout seul. Ah oui, déjà, mais toutes les grandes illusions, on ne sait pas les faire seul. Non, parce qu'il y a la partenaire qui est simplement la servante qui arrive, qui rentre, écoute, qui sort. Mais ça, très très vite, bon, au départ, c'était comme ça. J'avais même ma partenaire qui servait comme, si tu veux, et comme tu dis si bien, mais la servante. Et puis après, pour la remercier, je la mettais dans une caisse, je la coupais en morceaux et elle sortait en souriant. Et ça, je trouve que... ça a eu un temps. Ça a eu un temps, oui. Ça a eu un temps. Mais bon, je trouvais pas ça vraiment bien comme style de magie. Moi, j'ai toujours bien aimé tout ce qui est mise en scène et tout ça. Comme par exemple, j'avais acheté une autre grande illusion qui est en ballet. On met la brosse en haut, on met en deuxième ballet, la partenaire monte sur un petit tabouret, elle met ses épaules comme ça au-dessus, puis on retire le tabouret, elle tient, on tire en ballet, et puis on la met en lévitation que sur un seul ballet. D'accord. Quand je voyais faire ça, les partenaires étaient toujours en robe de soirée. Je trouvais ça un peu ridicule pour ce jour-là, quoi. Alors, mais je me suis dit, autant qu'elles soient en femme d'ouvrage. Alors j'ai monté vraiment tout un spectacle où la partenaire est la femme d'ouvrage. Et elle vient, chaque fois, au fond, elle vient mais pour me saboter, quoi. Et, bon, moi, au départ, je fais apparaître des cartes, puis elle arrive, elle m'engueule parce que les cartes tombent par terre. Voilà, il y a tout plein des petits... C'est tout un scénario. Voilà, c'est tout en sketch, quoi, si tu veux, toute une petite mise en scène. Et à la fin, je la mettais en lévitation, mais sur son balai. Et là, je trouvais que ça tenait la route, quoi. Oui, c'est créer voilà. une histoire, créer une pièce. Voilà. Ouais. Et au fond, à l'époque, j'étais en admiration devant David Copperfield, qui au fond était le grand magicien, qui est toujours un très grand magicien d'ailleurs. Et justement, il avait l'art de faire chaque fois des petites scénettes pour présenter un tour. C'était chaque fois une petite histoire, quoi. Et David Copperfield a été ton magicien de référence? Ah oui, c'était mon Dieu, c'était... Ouais, j'ai... Mais quand tu as quitté l'école, quand tu as eu terminé tes études, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait autre chose ou tu as continué directement la magie uniquement? J'ai toujours continué à faire de la magie, donc à faire des galas, travailler en cabaret, ça oui.
Mais il fallait un métier, parce que pour mes parents, ce n'était pas un métier. Et pour beaucoup de gens, ils disaient, oui, mais à part ça, tu fais quoi? Oui, à part ça, voilà. qu'est-ce que vous faites? Oui. Ça, c'était le problème. Alors, il fallait que je trouve un job. Donc, j'ai fait mes commerciales. Oui, mais tu as trouvé un travail, un job uniquement pour faire plaisir à tes parents ou aussi pour avoir un peu d'argent pour du matériel? Oui. Donc, il me fallait de toute façon de l'argent. Et bon, en faisant que mon spectacle, bon, à l'époque, c'était dur. Hein, je n'avais pas facile à en vivre de toute façon. Donc, oui. Et puis, je continuais à acheter du matériel. Voilà. Alors donc. Qu'est-ce que tu as fait alors comme petit job? Et comme petit job, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des jobs de magasinier. Oui. J'ai travaillé comme vendeur en magasin de confection. J'ai travaillé à la ville de Bruxelles en tant qu'employé. Là, je suis resté que 2 mois. Après, je me suis enfui parce que je n'en pouvais plus. C'était l'horreur, parce qu'on me donnait du travail à faire et pour la journée, mais après 30 minutes, j'avais fini. Donc voilà, alors je devais faire semblant de travailler. Ah oui. Et j'avais mon jeu de cartes, donc dans mon bureau, ou dans le tiroir, j'étais en train de manipuler mes cartes sans que personne voie. Ça, je me souviens toujours, petite anecdote. Oui, bon, voilà, donc j'ai fait plusieurs petits jobs. Le job que j'ai gardé le plus longtemps, c'était à la Poste, où là je suis resté 1 an. 1 an à la Poste? 1 an à la Poste, où j'ai travaillé. Et comme quoi Au tri. Au tri? Au tri. Ah oui, d'accord, c'est même pas au guichet? Non. Non, c'est au tri. Parce que bon, soit c'est ça, ou sinon, j'avais plus droit au chômage, quoi. Ah oui, évidemment. Et donc, il y a fait ça aussi. Ce côté-là aussi. Alors, donc, j'ai accepté. Et puis, bon, je continuais quand même à faire mes galas, à gauche, à droite. Jusqu'au jour, il y a un patron de cabaret qui voulait m'engager pour tout un mois entier, tous les jours. Mais en tant qu'indépendant. Ah oui. Donc là, c'était le problème. Alors, j'ai été trouver mon patron à la Poste et le chef, je crois, le chef qu'on appelle. Et je lui ai annoncé, j'ai dit voilà, mais je renonce, à la fin du mois, je ne viendrai plus. Il était tout étonné, il dit mais pour faire quoi? Puisque je vais travailler dans un cabaret, mais il ne savait pas que j'étais magicien. Un cabaret, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, je vais être magicien. Hein? Il était assez étonné, il dit mais enfin, mais vous êtes un bon élément, vous pouvez progresser, vous pouvez même devenir chef comme moi. Je dis non, moi, mais je veux devenir magicien en tant que professionnel. Et là, et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté la Poste et je me suis engagé en tant qu'artiste indépendant. Mais qu'en moi. Oui. Mais après, je ne savais pas ce qu'il allait m'attendre. Mais le patron du cabaret m'a gardé 3 mois. Ah, c'est bien déjà. Puis j'ai été engagé dans un autre cabaret où je suis resté aussi 3 mois. Ça fait déjà 6 mois. Et puis, bon, là, j'ai commencé à avoir d'autres galas assez importants, d'autres prestations. Puis j'ai fait d'autres cabarets aussi, chaque fois pour 1 mois, à gauche, à droite. Je crois que j'ai même fait la fermeture de chez Paul Oghetti, qui était le cabaret à Bruxelles, où là il y avait orchestre et tout ça. C'était... mais ça devenait de plus en plus rare. Il y en avait un autre à Charleroi, un autre à Liège. Mais je me suis fait la tournée de tous les cabarets ici en Belgique. Oui. Et puis le cabaret, ça a fort chuté. Ça a fort chuté. Et on n'engageait plus que pour les week-ends. Et encore, bon, c'était pas ça. Le cabaret, c'est aussi travailler la nuit. Ah oui.
Mais les cabarets que je faisais 2 passages. Oui. En passage, en général, vers minuit, 1h du matin, et en deuxième, vers 2h, 3h du matin. Et entre, il y avait les autres attractions, il y avait les filles. Oui, oui. Tiens, à propos, j'ai une petite anecdote à te raconter, assez rigolote. C'était un de mes premiers cabarets, donc que j'étais encore étudiant ou je venais de quitter l'école, je me souviens plus très bien. Et c'était l'ouverture d'un cabaret, donc il y avait la presse et tout ça qu'il y avait. Et il y avait un présentateur qui annonçait chaque artiste. Et moi, il m'annonce, il est jeune, il est beau, il marche sur l'eau, voici Fredini. Alors, les rideaux s'ouvrent, j'avais installé mon matériel, je rentre sur scène et je glisse sur tout mon long, le matériel tombe sur moi, les colombes s'envolent. Excuse-moi, je vois la scène. Ah oui, non, c'était assez rigolo, mais sauf à moi je rigolais. Et les gens ont applaudi. Ah oui, non, mais figure-toi, il y en a qui pensaient que c'était voulu. Et après, le rideau s'est fermé, le présentateur a tourné ça, il a raconté une petite blague, j'ai remis tout mon matériel en place, et j'ai refait mon spectacle. Et ça, le directeur de cabaret t'a pas demandé de faire ça tous les soirs, non? Non, non. Tu as fait du cabaret pendant 6 mois à peu près? Oui, donc et après, bon, mais comme je te le disais, ça commençait à diminuer, je faisais de moins en moins j'avais de moins en moins de contrats, puis c'était plus que les week-ends, et voilà. Donc j'ai travaillé aussi dans un café-théâtre qui s'appelait le Tel Aviv, avec des chanteurs israéliens. Ah oui. Et donc je passais entre les chanteurs et je faisais des spectacles. Et j'ai fait la connaissance là d'un diamantaire. Ah oui. Et donc on est devenus amis, si tu veux. Et il m'a dit, mais au fond, comme tu me dis que tu as des difficultés à en vivre, pourquoi tu n'apprendrais pas le métier de cliveur de diamants? Cliveur de diamants, c'est tu reçois le diamant brut, tu regardes à la loupe, c'est tout un métier, quoi. Oui, tu dois voir ce qu'il y a à faire, donc la pierre est pas... Il faut tailler le diamant. Tailler, non, ça c'est encore une autre phase. Il faut voir toutes les impuretés, couper pour garder la meilleure partie, la mettre, si tu veux, en modèle, pour après la donner à tailler. Ah oui, d'accord. C'est la partie la plus délicate, car tu peux tout casser, et tu peux... le diamant, c'est quand même un objet de valeur. Donc, il m'a proposé d'apprendre le métier. Mais bon, c'était pas gratuit non plus, donc... J'ai été comme apprenti, si tu veux, mais j'ai dû payer pour apprendre, parce que bon, il me disait, parce qu'au départ, tu vas casser, et bon, ça coûte de l'argent. Donc, toutes mes économies, si tu veux, sont passées à dans le diamant, sans en avoir. Et donc j'ai appris le métier, et chaque fois, je prenais le train pour aller à Anvers. C'est bien beau le diamant, mais dans les spectacles et tout ça, tu fais quoi, justement, c'était l'avantage, c'est que je pouvais m'arranger, quoi. Je pouvais travailler aussi bien le matin, l'après-midi, le soir. Je travaillais chez moi, je travaillais là-bas à Anvers. Et tes parents étaient contents que tu aies... Et mes parents étaient super contents que j'avais un métier. Un métier, oui, voilà, déjà, oui. Et dans mon entourage aussi, donc là, je pouvais dire... Je travaille dans le diamant. Ça fait bien. Ça fait bien. C'est mieux de dire ça que de dire je suis magicien. Ouais. Ça peut aussi être magique. Et pour certaines personnes, oui, ça fait magique. Oui, c'est vrai. Et au fond, j'ai toujours continué à accepter tous les contrats qui se présentaient à moi, quoi. Et alors même quand j'avais des contrats de plus longue durée, j'ai travaillé dans un parc d'attractions qui s'appelait à l'époque Cambron Parc, qui maintenant s'appelle Paradisio. Ah oui, c'est ça, c'est au même endroit. C'est ce parc. La base de Paradisio. Oui, tout à fait. Et à l'époque, il y avait
en grand chapiteau avec spectacle où il y avait plusieurs artistes, spectacle de musicaux, chanteurs, acrobates, mais musiciens. Donc là, je suis resté chaque fois la saison d'été, pendant 2 mois, juillet et août. J'ai fait 2 ans de suite comme ça. Et puis après, en allant nouveau au magasin de magie chez Klingsor, il y a Klingsor qui me dit tiens, j'ai quelqu'un qui cherche un magicien pour partir du côté de Strasbourg et puis faire toute une tournée mais dans ce coin-là. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'était en forain. Et donc il avait une baraque foraine avec spectacle de magie. Et donc il travaillait avec sa femme et avec ses 3 filles. Et il souhaitait un autre magicien parce que comme tu sais sans doute, à la foire, tu as l'apparat, une personne qui présente au départ, qui attire la foule, les gens rentrent, le spectacle commence. Quand c'était lui qui faisait l'apparat, moi j'étais à l'intérieur, et vice-versa. Et donc, on travaillait mais non-stop. C'était du non-stop. C'était fatigant, mais c'était vraiment très très agréable aussi. Ça m'a permis de connaître autre chose. J'ai fait Strasbourg, puis on est parti à Colmar, puis Mulhouse, puis on a fait le Luxembourg, et on a terminé à Liège. Ah oui. Voilà. Et ensuite? Et alors après, je suis retourné au Diamant. Ah oui, d'accord, oui, pourquoi pas. Et puis, quelques temps après, suite à une petite annonce dans le journal Le Vlan, je vois, club de vacances en Grèce, cherche artistes en tout genre. Ah oui. Et j'ai vu ça. Je suis bon, je vais écrire, on verra bien. Je vais partir en vacances. Voilà. J'ai été convoqué. Je me suis présenté, petite audition, le mec a directement été enchanté. Et à ce moment-là, j'avais une autre partenaire et on a directement été engagés. Et au départ, c'était un contrat de 5 mois et on est resté 7 mois. Ah oui, quand même, c'est bien, c'est une demi-année comme ça. Ah oui, non, là c'était vraiment... je faisais pas que de la magie, donc... je m'occupais du club des enfants pendant la journée. Le soir, il y avait spectacle, donc je participais à des petits sketchs et tout ça. C'était très rigolo. Surtout à cette époque, j'étais encore assez timide et donc mais ça m'a permis de faire d'autres choses. Ça t'a permis de surmonter ta timidité. Voilà, exactement. Et j'ai fait plein de sketchs vraiment assez rigolos. C'est ça aussi le métier d'artiste, c'est plein d'expérience. Ah oui, non, j'ai vraiment beaucoup appris. Et sur place, j'ai même créé un nouveau numéro qui n'était pas de la magie, qui était du pantomime. Ah oui. Qui était au fond basé sur Pierrot et sur Colombie. Ah. Voilà. Et oui, alors, donc une fois par semaine, c'était soirée magie. Alors je faisais mon spectacle, plus aussi du close-up aux tables, et voilà. Ça m'a vraiment bien plu. Puis il y avait le beau temps. J'avais quand même 1 jour par semaine de congé, donc c'était vraiment agréable. Et figure-toi, quand je suis rentré, ma partenaire, qui n'était pas ma petite amie, elle s'est mariée avec un grec. Le grec était très jaloux et ne voulait pas que je continue à travailler avec elle, quoi. Ah oui, d'accord. Ah, voilà, c'est méditerranéen, c'est toujours... Et j'ai directement trouvé quelqu'un d'autre qui était la fille d'un restaurant-spectacle. Et qui est restée même ma partenaire jusqu'il y a quelques années, là, où elle est décédée malheureusement. Donc, elle est restée ma partenaire et on a directement eu croisière. Là, on a voyagé, on a été vraiment un petit peu partout, on a fait de très beaux voyages. On devait travailler que 2 fois par semaine. Le restant du temps, c'était comme des vacances. Ah oui, et ça durait combien de temps, les croisières? Les croisières, c'était des croisières de 15 jours, 3 semaines, et j'en ai eu fait comme ça
je ne sais plus combien exactement, 4-5. Ouais, c'est bien ça, oui. C'était bien, c'est vraiment agréable. Il y avait cinéma à bord, salle de musique cool, il y avait tout en ballet aussi, il y avait de quoi occuper. Et ça s'est arrêté comment les croisières? Et par le décès de mon impresario, malheureusement. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que j'en ai plus. Ouais, ça, Et puis on m'en a proposé d'autres, mais qui étaient des croisières mais de 6 mois, même plus, mais qui n'étaient pas intéressantes à tout point de vue, ça ne me plaisait pas. Mais par contre, j'ai directement eu un autre contrat, c'était le contrat. c'est bien les choses changent. Bah oui, non, ça, après, ça c'est tout le temps enchaîné, c'est ça qui... C'était magique. Voilà, oui, c'était magique. Non, c'est franchement... Il y a des coups de chance aussi, forcément. C'est la chance, et c'est aussi le vouloir, parce que Ah oui, le vouloir. j'écris tout le temps, je téléphone et tout pour continuer à avoir des contrats. Oui, oui, oui. Ça vient pas comme ça. Hein, Effectivement. Puis, le contrat. Walibi cherche des artistes. Ah, Walibi. Enfin, cherche des magiciens, enfin un magicien. Alors, je me suis présenté, il y avait d'autres magiciens aussi, et c'est moi qui ai été accepté. Ah, il y avait plusieurs personnes qui... ouais. Des gens que tu connaissais aussi. Ah ouais, ben c'était tous les copains. Oui, forcément, oui. On se connaît tous. Au fond, moi j'ai... parce qu'il me disait de passer une audition, mais devant public. Et j'ai dit, oui, ok, mais je veux être payé. Si c'est devant public, je demande d'être payé. Oui, c'est un spectacle. Devant un public, c'est un spectacle. Et j'étais le seul qui demandait à être payé. Et voilà. Et donc, c'était un contrat de 1 an. Ah oui. Et pour finir, je suis resté 14 ans. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui. Donc la première année, je voulais en faire un maximum et j'ai présenté, ce qui était en tort d'ailleurs, c'était très fatigant, j'ai présenté par jour 3 spectacles mais différents. Ah oui, différents. Différents. Donc je voulais leur montrer que je pouvais faire plein de choses. Donc j'avais le sketch avec la femme d'ouvrage, j'avais un spectacle classique avec apparition de Colombe, et j'avais un autre spectacle, un autre numéro, quoi, plutôt, qui était basé sur les années 30, sur la pègre, mais des années 30. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc là, j'avais aussi monté... Trois univers différents. Voilà, exactement. Ouais, bon, c'était un peu trop... Parce que tu faisais ça 3 fois par jour. Enfin, oui. Donc une fois là, une fois là. Sur un podium. Donc j'avais un podium, mais donc moi j'étais à l'abri, si tu veux, mais les gens n'étaient pas à l'abri, ils étaient là comme ça dehors. Oui, c'était pas une salle. Voilà, oui. Donc par n'importe quel temps. Bon, au point de vue public, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que les gens, il y en a qui viennent avec leur crème à glace, leur sandwich, qui te regardent en mangeant. Tu as vraiment... Mais bon, un peu comme la parade de la foire, alors, finalement. Ça ressemble. Disons que c'est un peu mieux. C'est plus élaboré, mais c'est... Oui, évidemment. Mais c'est une bonne école, c'est même une très bonne école. Parce que donc, chaque année, alors après, j'ai décidé de faire qu'un seul spectacle. Mais chaque fois en spectacle, mais différent. Ouais, et donc, grâce à Walibi, j'ai pu acheter du matériel et comme ça. Et donc à cette époque-là, comme je t'avais dit, j'étais fan de David Copperfield, et moi je me voyais David Copperfield, mais j'étais pas David Copperfield et j'avais pas les moyens de David Copperfield, c'était sur un petit podium en plein air. Oui. Et alors, donc je m'étais acheté des grandes illusions, mais pas toujours fait pour travailler en plein air, quoi. Ouais. Bon, mais j'étais têtu, je voulais. Et donc j'ai fait 6 mois, 6 années à cette place-là. Et puis ils m'ont mis en autre coin, du côté de Alibaba. Donc là c'était une autre atmosphère où tout était basé sur la magie des mille et une nuits et tout ça.
tapis volant et Voilà. Et donc j'ai monté en spectacle, bien sûr, basé sur Aladdin. Ouais, ouais. Et donc au début, et à Walibi, je travaillais simplement avec ma partenaire et avec leur mascotte, qui était le kangourou. Ah oui, oui, oui. Et donc on était à trois à faire notre truc. Puis quand on était du côté de Alibaba, souviens-toi, Oui, 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 je me souviens, oui, oui, tu m'avais je t'ai engagé tu m'avais demandé pour de faire participer, oui, de oui, oui. participer, parce que bon, c'est Oui, vrai oui. qu'à deux, surtout si on présente des grands tours, pas toujours évident, amener le matériel et tout. Oui, Et comme toi, tu étais un clown quand même professionnel, Oui, oui, oui. donc je me suis dit, je vais changer un peu ton costume. Ah oui, non, j'étais pas en clown, là, Tu n'étais pas un clown, pantalon bouffant. J'étais dans le domaine des mille et une Fesse, le fesse, oui, oui, voilà. oui, pantalon bouffant orange chez Monsieur. Voilà, Besson. oui. Et tu es resté 3 ans. C'était le servant d'Aladin en quelque sorte. Ouais. Oui, je suis resté 3 ans. Oui. Donc il fallait te remplacer. Et il y avait, souviens-toi, il y avait Pépito. Pépito. Le clown qui circulait, mais dans le Il parc, il faisait de l'animation mobile, ouais, dans le parc. déambulatoire. Ouais. Donc je lui ai proposé, et figure-toi, il est toujours même mon partenaire, maintenant, Ah, encore oui. maintenant. Donc on a continué pendant quelques années, jusqu'à ça s'est transformé. Enfin, quand ça a été vendu aux Américains, Ouais. et c'est devenu Six Flags. Oui, oui, c'est vrai. Ça a changé de nom, mais ça n'a pas Ouais. duré le nom. Hein, parce Non, que non. c'était- Et donc, tout ce qui est spectacle, tout ça, il n'en voulait plus, donc, parce qu'il y avait des otaries, Ouais, ouais. il y avait les perroquets, tout ça, c'était fini. Mais si mes souvenirs sont bons, tu as aussi été à Walibi, à Agen. Exactement. Ah. Et j'ai encore fait appel à tes services à cette Oui. époque. C'est pour ça que je m'en souviens, parce qu'il me semble que je t'ai conduit à Agen. Tu as conduit même mon matériel, Le pas matériel. Oui, pas, oui, enfin, non. Parce que bon, j'avais pas assez de place dans ma camionnette Oui, oui. pour le faire en une seule fois. Donc tu es venu, je crois, mais le lendemain avec Avec mon le matériel. matériel, Ouais. oui. Mais pourquoi as-tu été à Agen? C'est Walibi qui t'a envoyé là-bas? Oui. Ah. Eh ben, figure-toi, pour remplacer les otaries. Ah bon, tu as remplacé les otaries? Oui. Alors, donc, c'était. Non, ils avaient un problème, ils étaient bloqués, mais à la douane pour certificat de Ah, d'accord, capacité. Voilà, donc c'était pas en règle pour certains C'était papiers. les otaries qui étaient à Wavre? Ou bien c'était C'est des autres, oui, Ah, un peu, des mais c'est la même troupe, je crois que d'accord. c'était la même famille. Et donc, j'ai travaillé dans un immense amphithéâtre, très très beau là, d'ailleurs, avec la piste où je devais me prester. Devant, il y avait la piscine pour oui, les otaries. le plan d'eau des otaries. Et alors, tu avais tous les gradins autour. Ah oui, les gens Voilà. étaient loin. Là. Oui, mais ça faisait un petit peu bizarre quoi, d'avoir les gens aussi loin. Oh, on m'entend? Mais ça s'est bien passé. Au départ, je me dis, oula, mais j'étais pas très très sûr de moi. Enfin, je faisais participer quand même les gens. Ah oui, oui. Donc, je faisais appel en un enfant et voilà. Mais ça s'est bien passé. Donc là, je suis resté 2 mois. Ouais. Mais c'était vraiment un très très bon souvenir. Vraiment. Je travaillais dans de bonnes conditions quand même. Puis, Oui, à Agen, le temps devait être en général meilleur qu'à Wavre. voilà, exactement. Il y avait le soleil, tout. C'était Et après bien. Agen, tu es revenu à Walibi. Wavre. Exactement. Voilà. J'ai continué. Et donc, comme je t'ai dit, je suis resté mes 14 ans. Après, bon, il fallait. Je pensais jamais que j'allais continuer à travailler avec Pépito. Oui. Et je me dis, bon, maintenant, j'ai plus mes Walibi, c'est la catastrophe et tout. Mais non, j'ai continué à y avoir des engagements. Mais quand j'étais à Walibi, je préparais déjà un nouveau spectacle que je pensais pouvoir me présenter
dans les centres culturels et tout ça, Oui. qui s'appelait l'Étoile du matin, où j'ai aussi fait appel à toi. C'est vrai que je me souviens que j'ai participé aussi à l'Étoile du matin. Tu vois. Oui. Et donc, là, j'étais engagé comme conteur. Oui. Mais pas un type qui comptait les entrées. Non, tu comptais pas les entrées. Non. Je racontais Tu l'histoire. racontais l'histoire. Et l'histoire, souviens-toi, donc ça s'appelait l'Étoile du matin. C'était un peu ésotérique, je vais dire, entre guillemets. Oui. Oui. Et donc, ça parlait du bien, du mal, grosso modo. Je ne vais pas commencer à raconter mais toute l'histoire. Et donc, j'ai acheté encore du matériel spécialement Mais voilà. pour ce spectacle. C'était un spectacle de grandes illusions. De grandes On revient à ce illusions, qu'on disait oui. tout à l'heure. Non, là c'était... Du matériel. Voilà. Du matériel. Et quand on l'a présenté pour la toute première fois, c'était au Festival de l'Illusion que j'avais organisé à Tubi, ici où, Où tu as- mais, dans ma commune. Oui. Et donc chaque année, là c'était pendant 4 ans, je me suis occupé du Festival de l'Illusion. Et donc là, il y avait, j'avais engagé d'autres magiciens pour le gala du soir. Le matin, il y avait des conférences pour les magiciens, c'était réservé que pour les magiciens. Des conférences professionnelles. Professionnels, oui. L'après-midi, c'était le concours pour les jeunes. Oui. Et le soir, le gala. Les- Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans, et la dernière année, j'avais même engagé Dany Larry, qui est une vedette française, qui est bien connue des Dany petits Larry. écrans. Hein. Oui. Voilà, il est venu avec... lui, il avait vraiment beaucoup de matériel, encore beaucoup plus que moi. Il est venu avec 2 semi-remorques. Et donc là, c'était le tout grand spectacle. Mais est-ce que ce n'est pas en faisant l'Étoile du matin que tu as commencé à trouver ton personnage actuel? Exactement, tout à fait. Donc là, je représentais dans l'Étoile du matin le vieux mage. Donc j'avais aussi la perruque et tout ça, la barbe. Et un jour, on m'avait demandé si je pouvais faire une animation, plutôt c'était pas un spectacle, une animation pour une fête médiévale. En Merlin, comme j'avais le costume, dire tiens, tu pourrais faire Merlin, c'est plus ou moins la même chose. Et là, ça m'a vraiment fasciné, ça m'a vraiment plu, ce milieu et tout ça. Et j'ai commencé à postuler pour faire des fêtes médiévales. Et si tu le permets, je vais faire un petit retour en arrière, parce que là aussi ça fait partie de mes souvenirs. Oui. C'est à Walibi, quand j'y étais, que tu as commencé à travailler avec une buse. Avec une buse, oui. Au fond, oui, tout à fait. Et alors, après, tu as continué à travailler avec des animaux, des rapaces. Avec un rapace, avec une buse, oui. Ouais. Et exactement. Donc, finalement, Merlin, il a aussi son rapace. Son rapace, oui. Au fond, j'ai commencé avec la buse quand j'ai travaillé aux caves de Kuregem. Ah oui. Tu vois, aux abattoirs où ils faisaient des événements pour des grosses sociétés. Et c'est là que j'ai fait la connaissance mesdames Fauconnier. Et quand j'ai vu cette bête, là, j'ai dit, oh là, pourquoi je ne ferais pas apparaître un rapace mais dans mon spectacle. Bon, j'ai toujours cherché un petit peu les difficultés. Oui. Ça c'est... Oui, bon, et je me suis dit, tiens, ça serait quand même pas mal. L'avantage de chercher des difficultés, c'est que tout le monde ne le fait pas. Voilà, exactement. Et donc, il m'a vendu mon premier rapace, parce que j'en ai eu 3. Et donc, le premier, il a travaillé à Walibi, quand j'étais du côté d'Alibaba. Ça a commencé comme ça. Et maintenant, tu continues à travailler avec des rapaces. Enfin, un rapace. Oui, toujours mais la même race, une buse de Harris. Un buse de Harris, oui, en Merlin. En Merlin. Et donc, du coup, j'ai fait tout un spectacle de scène basé sur Merlin, avec l'épée Excalibur.
Et alors, aussi spectacle de rue pour les fêtes médiévales, et voilà. Et donc ça a cartonné quelque chose. J'ai eu Les vraiment... fêtes médiévales ont pris beaucoup d'ampleur. Ah ouais, non, j'ai eu vraiment beaucoup de contrats, vraiment. Une fois que j'ai quitté le diamant pour les fêtes foraines, après ça a continué tout le temps. J'ai jamais arrêté. Si on fait le bilan, il est positif. Ah, tout à fait. Donc, c'est un rêve d'enfant qui s'est matérialisé. Un rêve bleu, comme j'entendais à Walibi. Oui, le rêve bleu, oui, je m'en souviens. Oui. C'était la chanson juste avant notre spectacle. Dans la tête, ce rêve bleu. Oui. Mais toi, tu l'as réalisé. Ouais. Non, c'est bien gay. Bon, ben, après Walibi, puisque Walibi s'est arrêté à un moment, enfin, tu as arrêté Walibi, tu as été dans d'autres parcs, tu as travaillé dans d'autres parcs d'attractions? Oui, pour la période d'Halloween. Et avant, c'était mes Campron Park. Maintenant, j'ai travaillé pour Paradisa. Et là, j'ai fait 2 années de suite à Paradisa pour Halloween. Et sinon, je travaille dans un autre parc encore maintenant. Je travaille mais assez régulièrement. C'est chaque fois une semaine ou deux, comme ça, de temps en temps, qui m'engage. C'est à Elfie Park. C'est un beau petit parc, mais c'est que pour les enfants, quoi. C'est très familial. Et donc là, c'est dans un bois. C'est basé sur les trolls et sur les elfes. Moi, mon personnage de Merlin convient très bien pour ce parc. Voilà, donc il m'engage comme ça. Là, c'est en déambulatoire, alors. Non, je fais un petit spectacle fixe qui s'appelle Merlin et son coffre à malice. Ah oui, d'accord. Et le coffre, il est là. Voilà, donc c'est un petit spectacle qui dure une trentaine de minutes, que je peux présenter partout, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je fais ça, plus mon animation et avec mon rapace. Ah oui. Au fond, le rapace, je le fais simplement voler, mais d'une main à l'autre. Je donne un gant à la personne qui veut, et l'oiseau vole, mais directement sur la main, sans récompense, sans rien. Il peut le faire 10 fois, 20 fois, 100 fois, et il reste calme. Mais c'est magnifique. J'ai vraiment beaucoup de chance que cet oiseau reste calme. Même avec les petits-enfants, il n'y a aucun souci. J'ai travaillé mais avec une chouette aussi. Ah, une chouette. Une chouette effrayée. Mais elle était très très peureuse. Je l'ai présentée très très peu de fois. Mais quand c'est sur une grande scène, qu'il n'y a pas de public trop près, ça va. Mais une fois que les gens sont prêts, elle panique, ça n'allait. J'ai aussi appris que tu avais fait plusieurs années dans un château, le château de Vincennes, je crois. Exactement, oui. Enfin, je ne travaillais pas mais dans les châteaux. Ah, je croyais que tu lui hantais en Berlin. Ah non. Enfin voilà, au mois de décembre, pendant 9 ans. 9 ans. Tous les mois de décembre, je travaillais donc sur le site du château de Vincennes. Il y avait plein d'animations différentes, dont un grand chapiteau où il y avait un spectacle qui pouvait accueillir 2000 personnes. Et donc les premières années, c'était simplement mes 2 partenaires, donc Véronique que tu connais, Cindy, et Pépito. Donc on faisait le spectacle de Merlin à 3. On le présentait comme ça 4 fois par jour à l'époque, et chaque fois avec 2000 personnes quand même. Et donc c'était chaque fois un très très bon mois de décembre, et on était sur place, on travaillait vraiment dans très bonnes conditions. On avait la régie qu'il fallait sur une belle scène, décor et tout, c'était impeccable. Donc les premières années c'était comme ça, et par après il y a l'organisateur qui voulait encore plus grand, me disait: est-ce que tu peux pas travailler avec d'autres artistes, faire un spectacle plus étoffé, plus grandiose. Il m'avait vu à un autre spectacle qui se passait ici à l'abbaye de Villers-la-Ville. Ah, Villers-la-Ville. Ah, oui. L'abbaye de Villers-la-Ville, voilà.
Et là, c'était tout en spectacle avec beaucoup d'artistes qui se passaient en plein air, mais avec une très grande mise en scène et qui était faite par Marc Frélich, qui est un metteur en scène. Quand mon client a pu voir ce spectacle, il dit voilà, c'est ce genre-là que je veux. Mais c'est vraiment du tout grand spectacle. Et petit à petit, on a pu faire ça donc pour lui. Donc il a été engagé comme metteur en scène. On a engagé d'autres artistes pour m'accompagner, pour accompagner le spectacle de Merlin. Donc du coup je faisais plus que 30 minutes, mais il y avait des acrobates, il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait des combats de shoot, tout ça, mais à l'intérieur, dans le béton. Alors on a fait en décor vraiment grandiose, alors au point de vue de son et lumière, c'est devenu vraiment un tout grand spectacle, vraiment... Noël au château. Voilà, non, c'était vraiment le spectacle, un beau spectacle. Au fond, c'est encore un de mes rêves, mais qui s'est réalisé. Parce qu'au fond, tout ce que j'ai rêvé, mais c'est réalisé. J'ai voulu être magicien professionnel. Je le suis. J'ai voulu travailler en Grèce. Pourquoi en Grèce? J'aimais la Grèce et voilà. J'ai quand même passé 7 mois en Grèce. J'ai voulu faire des croisières. J'ai fait des croisières. J'ai voulu travailler dans un parc d'attractions. J'ai travaillé dans un parc d'attractions. Ah oui. Et mon rêve, c'était vraiment de faire un tout grand spectacle avec d'autres artistes et tout ça. Et ben voilà, ici... Comme quoi, il faut rêver. Il faut rêver et avoir la foi en soi, y croire. Il faut y rêver et y croire et le vouloir. Et le vouloir. Absolument. Et maintenant, il y a des projets? Écoute, maintenant les projets sont un peu en stand-by. Comme avec la pandémie en ce moment, le Covid, voilà. Ouais. Mais j'espère que ça va vite reprendre, parce que bon, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer. Ah ben c'est bien. Voilà. Et oui, il y a un grand projet. Enfin, le projet est fini. On a préparé, mais mon partenaire, mes Pépito et moi, un nouveau spectacle. Un tout nouveau spectacle qui n'a absolument rien à voir avec Merlin ou tout ça, qui s'appelle Magic Circus. Et donc c'est basé sur le cirque. Lui est un clown et moi je suis un grand magicien qui me prend très très au sérieux. Ah oui, d'accord. C'est un spectacle un peu burlesque, mais j'espère pouvoir bientôt le présenter parce qu'on l'a encore jamais fait, à part en répétition. Ah, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Merci Fredini. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et bien voilà, nous en savons un petit peu plus maintenant sur notre ami Fredini. J'espère simplement qu'on vous a appris des choses, mais surtout qu'on vous a distrait un petit peu, comme Fredini a fait toute sa vie. À bientôt. Au revoir.